Et donc salut tout le monde, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de ce Paris-Roubaix quand même assez exceptionnel. On va arriver sur les faits, différents faits de course, sur les crevaisons, les chutes et la victoire finale de Mathieu Van Der Poel. On est donc parti pour ce débrief et pour la première étape de ce débrief. Et la première partie de ce débrief, elle va s'axer tout simplement sur l'échappée qui part avec Van Der Poel-Pogačar. Alors l'échappée, je parle d'échappée parce que c'est une attaque générale, allez, après la Tour d'Arambert, un peu dans la Tour d'Arambert que ça se fait. Les coureurs partent ensemble. Il y avait déjà une échappée matinale, bien évidemment, mais c'est là que les favoris sortent. Différents coureurs arrivent à suivre. Et il y a un petit groupe qui se forme avec Van Der Poel, Pogačar, Philipsen, Van Aert et encore plein d'autres. Et c'est un petit peu là que on voit qui est vraiment fort et qui sont vraiment pas les coureurs à haut niveau, tout simplement, dans cette course. Mais très très vite, il va y avoir 5 coureurs qui vont se détacher. Et ces 5 coureurs sont Mathieu Van Der Poel, Stefan Bissegger, Tadej Pogačar et enfin Mads Pedersen avec Jasper Philipsen et Van Der Poel, évidemment les deux coureurs de l'Alpecin qui sont en supériorité numérique. Et oui, hein, c'est évidemment un avantage. 5 coureurs qui sortent après une attaque de Tadej Pogačar, et Pogačar qui d'ailleurs est contré à la sortie du secteur pavé par Mathieu Van Der Poel. Et on va pas se mentir, à ce moment-là, on s'est tous posé une question: est-ce que Pogačar va pouvoir suivre? Parce qu'à ce moment-là, c'est un petit peu panique à bord chez UAE. On se dit tous, ouais, Pogačar, il est dans le dur, ça va être compliqué pour lui de revenir, etc. Parce que, ça va être compliqué pour lui de suivre derrière, parce que c'est pas facile. On l'a bien vu, après cette attaque de Van Der Poel, il galère à rentrer, il baisse la tête. On se sentait un petit peu dans le dur, la voiture qui se précipite pour aller lui redonner des glucides, pour qu'il reprenne de l'énergie. Donc là, c'était un petit peu panique à bord chez Pogačar et chez UAE. Et moi, à ce moment de la course, je me dis, oula, s'il récupère pas rapidement, ça va être très compliqué pour suivre. Et heureusement pour lui, Van Der Poel, que ce soit Van Der Poel, Pedersen, Bissegger ou Philipsen, aucun des quatre n'a attaqué à ce moment-là. Parce que je pense que Pogačar n'aurait pas été en capacité de suivre, alors peut-être qu'ils étaient déjà eux aussi tous à fond. Mais je pense que Van Der Poel, il avait un petit peu encore sur la pédale malgré l'attaque qu'il avait mise. Je pense que s'il forçait un peu plus, Pogačar rentrait pas aussi facilement que ça. Et ouais, non. Pogačar, à ce moment-là, je me suis dit, il va pas tenir bien longtemps. Il s'est mis dans le rouge, il est peut-être un petit peu dans le dur. Mais après ça, malheureusement, crevaison de Stefan Bissegger et Mads Pedersen, les deux crèvent. C'est un petit peu dommage quand même pour la course parce que, alors Bissegger m'a vraiment impressionné. Je pensais pas qu'il serait capable de suivre tous ces quatre-là en fait, hein, mais il a réussi à les suivre et j'aurais bien aimé voir Bissegger parce que je le trouvais quand même pas mal. Mais bon, voilà, crevaison, un petit peu compliqué pour lui, évidemment derrière pour revenir, hein, il a dû attendre le groupe derrière. Pareil pour Mads Pedersen, et Mads Pedersen, je suis vraiment dégoûté les gars parce que je pense que Pedersen avait vraiment l'opportunité de suivre Van Der Poel et Pogačar. Il avait vraiment le niveau pour les suivre de ce que j'ai pu voir. Et ouais, c'est un petit peu dommage quand même pour lui. Mais voilà, c'est une crevaison, c'est pas Paris-Roubaix, ça aurait pu arriver Pogačar, ça aurait pu arriver Van Der Poel, c'est pas arrivé, mais c'est comme ça. Et on passe quand même à un autre fait de course important, l'attaque de Mathieu Van Der Poel, Pogačar qui arrive à suivre. Et est-ce que c'est bien joué de la part de Van Der Poel à ce moment-là? Je sais pas, parce que Philipsen seulement pète. Alors je pense personnellement que Philipsen a sûrement dû dire à Van Der Poel qu'il était un petit peu juste, et c'est pour ça que Van Der Poel est parti, parce que Philipsen derrière c'était les appuis complets, hein. Il a explosé complet, il se fait reprendre par les groupes de derrière, il a fini en roulé. Alors soit il a vraiment complètement explosé, soit il s'est géré en se disant bon, je vais pas me mettre dans le rouge pour la suite de l'étape ou pour même la suite de la saison, je vais plutôt essayer de me gérer parce que je sais qu'il y a encore des grosses courses qui arrivent. Peut-être que ça peut être ça aussi pour Philipsen. Mais en tout cas, attaque de Van Der Poel, Philipsen saute, et Pogačar est à suivre. Alors, au début, on voit pas mal Van Der Poel pas passer de relais à Pogačar, parce qu'il demande dans l'oreillette si Philipsen va revenir. Or, Philipsen ne reviendra jamais, donc Van Der Poel est obligé de passer avec Pogačar, et les deux coureurs se retrouvent donc tous les deux en tête. Ça en déroule plusieurs secteurs pavés, et on arrive à un secteur pavé quand même vachement important avec Pogačar, donc qui essaie de faire mal à Van Der Poel, essaie d'attaquer, essaie de le distancer un petit peu comme on a pu le voir sur le Tour des Flandres. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, et on arrive quand même au principal fait de course qui m'a un petit peu déçu évidemment pour le suspense. C'est la chute de Pogačar, et oui, il tire tout droit dans un virage, il connaît peut-être pas encore super bien le parcours, c'est son premier Paris-Roubaix, je le rappelle. Voilà, chute de Pogačar. Alors est-ce que c'est la faute de la moto? Est-ce que c'est sa faute aussi? Pour moi, c'est un peu la faute des deux. Alors la moto qui tire un peu tout droit, Pogačar lui tire complètement tout droit et c'est complètement foiré. Il arrive avec beaucoup trop de vitesse dans le virage par rapport à la vitesse où il aurait dû arriver. Il arrive beaucoup trop vite et il se plante. Même Van Der Poel a failli tomber. Donc chute de Pogačar, et en plus de tomber, il est quand même malheureux, malchanceux. Sa chaîne saute, voilà, sa chaîne saute au moment où il tombe, donc il peut pas remettre la chaîne tout de suite, il doit changer de vélo, et quand il change de vélo, il y a pas de compteur dessus. Et
Je pense que ça a aussi joué sur la suite de la course, le fait de pas avoir son compteur. Alors je dis pas que c'est à cause de ça qu'il a pas gagné, hein, bien évidemment que non. Mais il a pas pu rentrer sur Van Der Poel en partie à cause de ça. Et on rappelle qu'il revient à peu près à 13-14 secondes d'après les données du GPS. Là encore, est-ce que le GPS est planté ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, Pogacar qui tout simplement qui tombe et qui se fait un petit peu mal aussi à la main et qui se rapproche de Van Der Poel mais qui n'arrive jamais réellement à aller le chercher. Alors je pense que le fait de pas avoir de compteur ça l'aide pas, le fait d'avoir la chaîne qui saute au moment où il tombe ça l'aide pas non plus. Mais Pogacar n'aurait jamais dû faire cette erreur de trajectoire, cette erreur dans ce virage. C'est ce qui lui coûte très sûrement une chance de gagner. Même si je pense qu'aujourd'hui Van Der Poel était vraiment plus fort que Pogacar parce que il n'y avait pas de réelle difficulté pour Van Der Poel par rapport à Pogacar en fait. Sur le Tour des Flandres, quand tu analyses, tu as des montées, tu as des pourcentages où Pogacar peut faire la différence et peut vraiment faire très très mal à Van Der Poel. Là, Van Der Poel, on sait que c'est un spécialiste du pavé. Et sur le plat, distancer Mathieu Van Der Poel sur du plat avec des pavés, moi, ça me paraissait dès le départ. Hein, c'était mon prono d'ailleurs, Mathieu Van Der Poel. Je sais plus non, j'ai pas fait de vidéo avant course comme j'ai pu le faire sur le Tour des Flandres, mais je crois que dans la vidéo de Tour des Flandres avant course, j'en parle. Mais ouais, non, Pogacar, c'est compliqué pour lui. Lui, il aime bien les terrains qui sont un petit peu arpentueux, un petit peu pentus, avec les moyens de faire des écarts. Là, aujourd'hui, c'était compliqué pour Pogacar d'aller faire des écarts. Donc, je ne pense même avec cette chute, je pense même pas que Mathieu Van Der Poel aurait perdu parce que Van Der Poel me paraissait vraiment très fort. Après, attention, hein, sur le Tour des Flandres, Van Der Poel paraissait super fort et réussissait à boucher des trous énormes, mais finalement, il a sauté. Mais il y a un autre facteur aussi à prendre en compte pour Mathieu Van Der Poel, c'est qu'il était plus sur antibio, il était remis de sa maladie, donc ça peut être aussi joué sur sa forme de Paris-Roubaix et sa forme de Tour des Flandres, donc ça peut avoir un petit peu une concordance entre les deux. Et ouais, je suis un petit peu dégoûté pour la fin d'étape parce que je pense que ça aurait vraiment donné une fin d'étape assez extraordinaire avec un Pogacar qui aurait pu faire mal à Van Der Poel peut-être aussi. On sait pas. L'avenir nous le dira peut-être l'année prochaine. Pogacar remettra ça. Mais en tout cas, ouais, Pogacar, erreur de trajectoire et j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est son premier son premier Paris-Roubaix et finir déjà deuxième de son premier Paris-Roubaix, c'est quand même pas mal. Et on passe à un autre élément de la course. Après, regardez, hein, on va d'ailleurs 14 secondes de retard pour Tadej Pogacar à ce moment-là. Ça, les gars, je suis obligé d'en parler. J'aurais aimé ne pas en parler. J'aurais aimé que ce n'ait pas lieu, mais je suis obligé d'en parler. Ce jet de bidon sur Mathieu Van Der Poel par un spectateur. Alors ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est stupide, c'est débile, c'est dangereux, c'est tout ce que vous voulez. Ce mec qui a fait ça, il est complètement idiot, tout ce que vous voulez. Je vais pas l'insulter, même si j'en ai envie. Mais on est en 2025. Comment il peut encore y avoir des gens comme ça sur le bord de la route? C'est-à-dire que le mec se déplace pour aller voir une course cycliste, pour jeter un truc sur un coureur cycliste. Reste chez toi. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu te déplaces? Tu gages de l'essence. Tu perds de l'argent du coup en faisant ça. Tu viens emmerder les gens sur la course. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai vu qu'il s'était rendu à la police derrière parce qu'il culpabilisait, etc. Moi personnellement, je n'ai rien à foutre qu'il culpabilise. Honnêtement, il faut vraiment qu'il prenne le plus cher possible parce que c'est pour moi l'équivalent d'une agression. On peut qualifier ça d'une agression. Imaginez qu'il fasse tomber Van Der Poel avec ce jet de bidon. Ça remet toute la course en jeu. Ça peut mettre même la saison de Van Der Poel en jeu s'il tombe et qu'il se casse quelque chose. Non, moi j'en ai marre de voir ce genre de choses. Il y avait d'autres trucs aussi, hein, les drapeaux où ils se mettent en plein milieu de la route. Où Pogacar tombe, il y en a un qui se met en plein milieu de la route avec son drapeau. Enfin, ça n'a pas de lettre. On est sur une course cycliste. On n'est pas dans une manifestation. Je suis désolé. Enfin, moi, ça m'agace de voir ce genre de choses. Pour moi, la route ne devrait pas être. Il ne devrait pas y avoir de spectateurs sur cette route, en fait. Sur le bord de la route, oui, mais pas sur la route. Et des jets de bidon comme là, ça n'a pas lieu d'être. J'espère qu'il sera condamné lourdement, ce monsieur. Parce qu'il le mérite. Et heureusement que ça n'a pas eu d'impact sur la course parce que je vous dis pas le buzz que ça aurait fait et un bad buzz malheureusement. Mais ouais non, ça n'a pas lieu d'être sur la course. N'hésitez pas à donner d'ailleurs votre avis en commentaire, mais je trouve ça vraiment inadmissible. Bon, on passe quand même à quelque chose un petit peu plus tranquille, un petit peu plus cool, qui est en rapport avec le cyclisme, c'est la victoire donc de Mathieu Van Der Poel. Et vous voyez avec ce signe 3, c'est son troisième Paris-Roubaix pour Mathieu Van Der Poel. Et oui, Mathieu Van Der Poel rentre quand même dans l'ère des grands, dans un cadre très particulier. Il fait partie des coureurs à avoir gagné 3 Paris-Roubaix. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y a Fabian Cancellara, et puis après les autres, je les ai plus, mais c'est quand même pas mal. Et ouais, Van Der Poel écrit encore un peu plus son histoire. Et ouais, un grand bravo à lui. Il aura fait quand même une belle course. Il aura su gérer. Il aura bien été aidé par son équipe aussi. Beaucoup mieux que le Tour des Flandres, j'ai trouvé aussi d'ailleurs. Et Van Der Poel a quand même su gérer sa course. Il a attaqué au moment où il fallait attaquer. Il a su ne pas passer au moment où il fallait pas passer. Il a su rester dans la bonne roue, pas faire d'erreur. Et je pense que ouais, c'est la course parfaite pour Van Der Poel. Hein. Il pouvait pas vraiment faire mieux. Donc non, voilà, un grand bravo à lui. Il rentre quand même dans l'histoire en faisant ça.
il rentre dans l'histoire. On passe à mes tops et flops, et donc pour les tops, je suis obligé de dire donc Mathieu Van Der Poel, évidemment, vous vous en doutez, vainqueur. Donc pour la troisième fois de Paris-Roubaix, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il aura fait une course quand même plutôt bonne, comme je l'ai dit avant, même très bonne. Et ouais non, bah il a su gérer sa course comme il le fallait. Pour mon deuxième top, je mets évidemment Tadej Pogacar. Deuxième, il fait une course quand même sensationnelle. C'est la première fois qu'il est sur Paris-Roubaix, donc il découvre la course. Il a quand même pas mal de pression. C'est lui le grand favori. Enfin, moi je le voyais pas comme un favori, mais pour la plupart des gens qui connaissent un peu moins le cyclisme, il était vu comme le grand favori parce qu'il gagnait un peu tout. Honnêtement, faire deuxième sur ce Paris-Roubaix, je trouve ça quand même énorme pour un coureur de sa trempe. Certes, c'est un coureur, tout ce que vous laissez, le meilleur coureur du monde, etc. Oui, mais venir sur Paris-Roubaix avec le meilleur champion du monde, avec le statut de favori, et faire deuxième alors qu'il est tombé tout le tralala. Moi, je suis impressionné encore une fois par lui. Je suis encore bluffé par lui. Alors, on n'est pas surpris, hein. On n'est pas surpris, mais on est impressionné. Moi, je reste quand même un petit peu impressionné quand même par ce qu'il a fait. Parce que, ouais, non, il a quand même le profil de la montagne un peu plus que du plat, quoi. Enfin, sur des courses comme ça, je m'attendais pas à le voir aussi fort. Je savais qu'il serait fort, mais réussir à suivre Van Der Poel de cette manière-là sans broncher ou presque avec ce petit moment où on l'a vu qu'il était un petit peu dans le rouge, mais ouais non, Pogacar m'a impressionné encore une fois, et bah dommage qu'il ne parvienne pas à faire la victoire aujourd'hui, à aller chercher la victoire, mais non, vraiment on avait un Pogacar impressionnant, sûr de lui, hein, encore une fois, et qui passe bah, malheureusement pas très loin de la victoire, ou en tout cas pas très loin du du vrai duel avec Van Der Poel, parce que finalement on a été un petit peu bloqué par ce duel avec cette chute malencontreuse. Mais ouais non, vraiment très grosse course de sa part. J'ai vraiment été impressionné par Pogacar, et un grand bravo à lui. On passe à mon troisième top, et mon troisième top c'est Mats Pedersen. Mats Pedersen qui aura vraiment été impressionnant. Il fait troisième de Paris-Roubaix, encore une fois sur le podium d'un monument, comme sur le Tour des Flandres, deuxième et troisième donc pour lui. Honnêtement, Mats Pedersen m'impressionne. Comme pressenti sur Paris-Nice, il fait une très grosse saison de classique, une très grosse saison de monument en tout cas. Il finit sur le podium des deux monuments. C'est le seul à concurrencer Van Der Poel et Pogacar finalement. Sur Paris-Roubaix, moi je l'attendais vraiment énormément. Malheureusement, bah voilà, il y a cette crevaison, et c'est là où tu vois qu'il est vraiment fort, c'est qu'il se fait rattraper par le groupe Van Aert. Il part avec Van Aert, c'est Gianni Vermeersch, le coéquipier de Pogacar. Et il vient faire quand même troisième alors qu'il a dû faire pas mal d'efforts. Il a quand même suivi Pogacar, il crève, il est avec avec Van Aert, il attaque, Van Aert suit, etc. Enfin bref, ça aurait été une course assez extraordinaire quand même de la part de notre ami Mats Pedersen. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur l'année prochaine en fait, parce que je sais pas quel niveau il aura l'année prochaine, mais ça va être impressionnant. Et puis en tout cas sur les courses par étapes comme le Tour de France, est-ce qu'il est capable d'aller gagner une étape ou deux? Honnêtement, vu son niveau, je pense qu'il est vraiment capable de faire de belles choses. Et je suis quand même content de sa course, même s'il fait troisième, alors qu'il a peut-être pu faire mieux, ou en tout cas même s'il fait troisième à cause de la crevaison. Franchement, c'est une très belle course quand même de Mats Pedersen, qui aura vraiment été très très fort. Et on passe maintenant au flop, et en vérité, j'ai pas vraiment beaucoup de flop à donner. C'est pas Roubaix, donc t'as pas de réel flop. Le seul flop que je peux donner, c'est Van Aert. Alors, il y en a qui vont me dire, bah t'abuses, il finit quatrième. Enfin, comme sur Tour des Flandres, il fait quatrième deux fois, donc il est pas si mal que ça après ce qui lui est arrivé, etc. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais le problème qui s'est posé, moi, c'est que tu retires les crevaisons de Bissegger, Pedersen, il y a aucun monde où il finit dans le top 5, Van Aert. Donc, on se dit tout de suite, il y a aucun monde. En tout cas, dans le top 4. Top 5 peut-être, mais top 4, il n'y a aucun monde. En fait, je suis vraiment déçu de Van Aert, parce que il a même pas essayé de suivre. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il partait, il s'est dit, bon, bah, je les laisse partir, tant pis. Sur le Tour des Flandres, on l'a vu essayer de suivre. Il a joué en équipe avec Matteo Jorgensen. Enfin bref, c'était plutôt que bien coordonné. Alors au 7, peut-être que là, il avait un peu moins d'équipiers par rapport à cette course. Il manquait sûrement Christophe Laporte. Mais ouais, je suis quand même déçu qu'il ait pas essayé. Je suis quand même déçu qu'il ait pas essayé de suivre. Bon, au final, le résultat, il fait quatrième, mais il joue pas du tout la gagne. Il est pas du tout dans le coup. Un mec comme Pedersen est complètement dans le coup pour aller jouer la gagne. Un mec comme Bissegger est presque dans le coup pour aller jouer la gagne. Bon, il crève, mais on sait pas réellement son niveau par rapport à là où il était. Mais il réussit quand même à aller suivre. Donc ouais, non, c'est ouais, Van Aert, j'ai trouvé un petit peu décevant, et bon, on va lui laisser du temps évidemment, parce qu'il revient d'une quand même assez grave blessure. Il doit se remettre dedans. Moi, je vais l'attendre énormément sur les courses par étapes, parce que il est parti en stage de montagne avant de faire ces deux monuments. Il va falloir qu'il confirme sur le Tour de France notamment, qu'il est revenu à un bon niveau, parce que s'il confirme pas, ça veut dire que ça va être compliqué pour la suite de sa carrière, à cause de cette chute malheureusement. Mais un petit peu ouais, déçu de Van Aert par rapport à ça. C'est le seul vrai flop que je peux donner. Après derrière,
pas grand chose à dire en soi. Voilà, c'est tout pour ce débrief de Paris-Roubaix. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément pour le référencement. Road to 80 abonnés pour ensuite aller aux 100 abonnés. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bye la team. C'était Cycling Dream.